Bonjour Georges Bensoussan. Bonjour Antoine, merci. Alors les récents événements en Israël ont déjà fait l'objet de nombreux commentaires. Les analystes s'interrogent sur la raison pour laquelle le Hamas a déclenché ces hostilités. Et il est évidemment trop tôt pour tirer des conclusions, mais il est sans doute pas trop tôt pour essayer de considérer ces événements à la lumière de l'histoire. Vous êtes historien spécialiste notamment du sionisme et vous terminez actuellement un livre qui a pour thème justement les origines du conflit israélo-palestinien, israélo-arabe, et qui va paraître en janvier prochain. On peut souligner évidemment que des événements, des affrontements avaient eu lieu déjà entre juifs et arabes dans l'entre-deux-guerres, avant même la création de l'État. Qu'est-ce que ces événements d'aujourd'hui, qu'est-ce que ces événements d'hier plus précisément, peuvent nous apprendre de ce qui se passe aujourd'hui, nous permettre de comprendre la situation? Ce qui est frappant, c'est la constante religieuse dans le déclenchement des violences. Il y a eu au moins avant la Seconde Guerre mondiale 2 épisodes particulièrement dramatiques qui ont tous les deux commencé à Jérusalem, tous les deux autour des lieux saints de l'islam comme du judaïsme, en 1920 et en 1929. Et donc on voit que le facteur religieux, parce qu'ici, en ce qui concerne le mois de mai 2021, on est bien parti d'un facteur religieux d'affrontement sur l'esplanade des mosquées Mont du Temple. Le jour de la fête de Jérusalem. Exactement, et en plus le jour de la fête de Jérusalem, et ça coïncidait avec la fin des fêtes du Ramadan. Ce qui est toujours un moment d'extrême tension dans le monde musulman, que ce soit en Israël ou ailleurs. Hein. Bon. En 1920, il y a eu, en avril 1920, au moment du pèlerinage de Nebi Moussa, qui est un pèlerinage traditionnel musulman qui a lieu tout près de Jérusalem, sur le supposé tombeau de Moïse, Nebi Moussa, le prophète Moïse, un immense rassemblement comme tous les débuts du mois d'avril, le calendrier musulman étant, comme le calendrier juif, un calendrier lunaire, donc ça bouge un peu selon les années. Et ça coïncidait globalement avec la fête de Pessah pour les Juifs, la fête Pâques pour les chrétiens. Et ce rassemblement du 4 avril 1920 a donné lieu progressivement à une montée des tensions. Il est vrai qu'on est dans le contexte de la déclaration Balfour qui a profondément indigné les élites palestiniennes et globalement les élites arabes. Je dis que le gros de la population arabo-palestinienne n'est pas vraiment au courant de la déclaration Balfour. Et puis on est également dans le contexte de ce qui va bientôt être signé quelques jours plus tard à la conférence de San Remo, c'est-à-dire ce qui va avaliser la déclaration Balfour et ouvrir la voie au mandat britannique qui interviendra à partir de juillet 22. Et donc dans ce contexte où le principal responsable musulman, à la fin du défilé de Nabi Moussa, appelle à en finir avec les sionistes, qu'en fait qu'il appelle les juifs, parce que très vite, dès les années 1920, on ne fait plus la distinction entre juifs et sionistes. Sionia ou Yahoud, c'est en fait le mot Yahoud, juif en arabe, qui l'emporte très vite, et ensuite on ne distingue plus du tout, alors qu'avant la guerre de 14, on distinguait encore en gros dans la société des élites palestiniennes le sioniste du juif. Et donc quand il appelle à égorger les juifs, Idbar el Yahoud en arabe, alors à ce moment-là, la foule, totalement enflammée par le pèlerinage d'Nabi Moussa, dans une sorte d'élan mystique, se précipite vers le quartier juif de la vieille ville, puis se précipite ensuite vers Jérusalem-Ouest, qui est en gros le quartier juif de la ville de Jérusalem, et c'est le massacre. 1920 donc. En 1920, c'est le massacre, et il faudra les troupes anglaises pour mettre fin au massacre, et encore très tardivement, et l'embryon de ce qui constitue à ce moment-là se constituait sous le nom de Haganah, c'est-à-dire la force de défense juive, mais ça n'est pas grand-chose, ce sont à peine quelques dizaines d'hommes qui n'ont même pas d'armes, qui ont simplement des barres de fer et des bâtons, et que les Anglais d'ailleurs ne laissent même pas pénétrer là où ont lieu les affrontements. Ça, c'est un premier pogrom, on peut dire, un premier émeute anti-juif. Moins de 10 ans plus tard, donc. Qui a un motif religieux. Et 10 ans plus tard, c'est infiniment plus grave. 10 ans plus tard, les violences éclatent à propos du mur. Et d'ailleurs, durant toutes les années 20, il y aura des altercations à propos du mur, parce qu'il faut comprendre que le mur occidental, mur des lamentations ou Kotel, ou Al-Bourak pour les musulmans, ce mur est propriété musulmane. Ça fait partie des biens religieux musulmans. Il n'est pas propriété des juifs. Même si, à 2 reprises au moins, les juifs ont tenté d'acheter le Kotel et la superficie du parvis qui est juste à côté du Kotel. Et à chaque fois, c'est un refus des autorités musulmanes. Et selon les règlements ottomans, il est interdit de toucher au statu quo du mur. C'est-à-dire que lorsque les Juifs veulent, par exemple, introduire dans les années 20, 23, 24, 25, 28 un paravent pour séparer les hommes des femmes,
ou lorsqu'ils veulent simplement introduire des bancs pour que les personnes âgées puissent se reposer, ou des chaises, c'est considéré par les musulmans comme une atteinte au statu quo. Immédiatement, les autorités britanniques sont alertées. Les autorités britanniques, pour éviter une flambée de violence, font enlever le paravent, font enlever les bancs, font enlever les chaises, etc. Et les incidents se reproduisent en 27, en 28, mais en 29, ça va beaucoup plus loin. En 29, on part encore de même type d'incident, incident qui est encore aggravé par le fait que la jeunesse du Bétar, nationaliste dans la mouvance de Jabotinsky, a défilé à Jérusalem pour souligner la judéité de Jérusalem. Tout ça met le feu aux poudres, et là, ça n'est plus 6 morts comme en 1920, c'est un véritable pogrom. Mais le pogrom ne va pas, la foule ne va pas se diriger vers Jérusalem, parce que là encore, la Haganah, qui a pris quand même du poil de la bête et qui s'est quand même renforcée en quelques années, va intervenir dans les quartiers juifs pour prévenir le plus gros des massacres. La foule en colère, le lendemain du 23 août 1929, c'est-à-dire le jour de la Grande Prière, c'est un vendredi, le Shabbat du 24 août 1929 va se précipiter vers Hébron, juste au sud de Jérusalem, la vieille communauté qui ne comporte pas du tout de sionistes, qui comporte tout simplement des juifs pratiquants, des Haredim, et va massacrer dans une orgie de sang, dans une orgie de violence épouvantable, tous les témoins britanniques. La police britannique qui est arrivée sur les lieux a raconté les scènes d'horreur abominables qui ont eu lieu là. Le bilan de ces émeutes qui ont duré plusieurs jours, parce qu'elles se sont ensuite étendues et à Jérusalem, et à Tzfat, à Safed, qui est aussi une ville à vieille communauté orthodoxe. Le bilan, c'est pratiquement 150 juifs qui ont été tués, 116 arabes qui ont été tués, mais la différence, c'est que les juifs ont été tués massivement par des arabes, les arabes ont été tués massivement par la police anglaise, qui est intervenue. Et ce qui est frappant, d'ailleurs, ce qui est très intéressant à noter, c'est que lors de ces émeutes, où la police, ou des éléments arabes de la police, il y avait des éléments juifs de la police, des éléments arabes de la police anglaise, les éléments arabes de la police britannique, non seulement n'ont pas arrêté les émeutes, mais se sont joints aux émeutiers, on l'a vu par exemple à Hebron, où des policiers anglais qui interviennent prennent sur le fait des policiers arabes qui sont en train de torturer, de mettre à mort des juifs religieux. Et ça, c'est très intéressant parce que ça ne peut évoquer qu'un certain nombre de faits très récents qui se sont passés en Israël ces dernières semaines. Oui, justement, est-ce que ce que vous nous rappelez là, c'est pour nous dire qu'il y a quelque chose de cette situation qui est intrinsèque à ce rapport israélo-arabe en Israël? Il y a quelque chose comme une permanence, ça ne veut pas dire que les choses n'ont pas bougé, à savoir qu'il y a dans les années 20 une progressive islamisation du combat palestinien, qui a été largement initié par le Moufti, qui a compris que la fibre nationaliste, ça n'est pas cela qui allait profondément faire vibrer la paysannerie palestinienne. Il ne faut pas oublier que la société palestinienne est une société massivement rurale, massivement paysanne. C'est la fibre musulmane qui va la faire vibrer, parce que le cadre d'appartenance du paysan arabe palestinien, c'est pas la nation, c'est pas la patrie, c'est pas l'État, ce sont des notions modernes des Lumières, c'est le clan, c'est la famille, c'est ce qu'on appelle la khamoula en arabe, c'est-à-dire la tribu, et au-delà du clan et de la famille, c'est la Ummah, la communauté des croyants. Donc un paysan palestinien ne se définira pas comme palestinien, il se définira d'abord comme musulman, comme arabe et appartenant à telle ou telle famille, à tel ou tel clan. Et donc quand le Moufti fait vibrer l'accord de musulmane, il va y arriver, d'ailleurs c'est dans la foulée des émeutes de Jérusalem et de Hebron en 1929 qu'il convoque à Jérusalem le premier congrès islamique de l'histoire, en décembre 1931, qui est un très grand succès parce qu'il fait venir des dignitaires musulmans du monde entier, et en particulier du monde indien d'ailleurs, qui lui assurera le soutien de l'islam indien. Ça veut dire que cette dimension islamique, elle est encore très forte aujourd'hui, peut-être encore plus forte. On voit bien que c'est le Hamas qui est en tête, si je puis dire, dans l'hostilité, mais même par rapport à l'éveil de l'hostilité chez les Arabes, ça peut jouer majoritairement aujourd'hui. Ça joue majoritairement, même s'il y a eu à la fois une progressive sécularisation d'une partie de la société palestinienne et des Arabes d'Israël, c'est vrai, mais malgré tout, la dimension musulmane, la dimension religieuse l'a largement emporté du fait que le nationalisme arabe classique, dans la lignée du nasserisme, a été vaincu dans les années 80-90, et avec les défaites arabes de la guerre des 6 jours, et avec la grande défaite de Saddam Hussein en Irak. C'est-à-dire que c'est l'islam qui a repris aujourd'hui le flambeau de l'arabisme. Et donc on voit aujourd'hui que l'islam et le mouvement Hamas est un mouvement islamique, que l'islam reprenne le flambeau et que c'est lui qui a attisé très largement les flammes de ce mois de mai 2021, c'est dans la continuité de ce qui s'est passé depuis il y a un siècle. Oui.
Et d'où l'importance toujours de cet endroit, évidemment, qui est le mur, l'esplanade des mosquées. Absolument, c'est l'endroit crucial. Vous me parliez de l'esplanade des mosquées, mont du Temple pour les Juifs. C'est d'autant plus vrai que dès les années 20, court la rumeur dans le monde musulman et dans le monde arabo-palestinien musulman que les Juifs veulent s'emparer de l'esplanade des mosquées, c'est-à-dire du mont du Temple, qu'ils veulent détruire Al-Aqsa et la mosquée d'Omar pour en refaire, pour rebâtir là le troisième temple. Donc cette accusation est récurrente, et d'ailleurs des faux circulent, y compris des fausses photographies circulent, où on voit au-dessus de la mosquée d'Omar ou de la mosquée Al-Aqsa le drapeau sioniste par exemple. C'est dès les années 20 qu'on voit ce type de rumeurs et ce type d'angoisse dans le monde musulman. Ça renvoie à cette fausse image qui me revient comme ça à l'esprit de cet incendie de ce cyprès sur l'esplanade. Absolument, voilà. Avec les Israéliens qui étaient là pour fêter le Yom Yerushalayim et on a pris cette photo en disant voilà, ils se réjouissent du fait que la mosquée est en train de brûler. Voilà, la mosquée est en train de brûler. Moi, quand j'ai entendu cette nouvelle, je ne pouvais pas, comme vous, ne pas penser à ces rumeurs qui sont en train de détruire la mosquée Al-Aqsa, la mosquée d'Omar, ils veulent s'emparer des lieux saints de l'islam. Il y a toujours en fait cette récurrence que les Juifs veulent prendre notre place, comme si d'une certaine façon c'était en miroir inversé le fait que les musulmans ont pris la place des Juifs. Car il faut le rappeler, l'esplanade des mosquées est bâtie volontairement sur l'emplacement du temple détruit, bien sûr. C'est une véritable théologie de la substitution, mais géographiquement inscrite. Ça, je crois qu'effectivement, il faut bien de le souligner parce qu'on l'oublie parfois. On l'oublie toujours. Que cet endroit-là est choisi spécialement pour ça. Ils l'ont choisi spécialement pour cela, bien sûr. Ce n'est pas par hasard que l'esplanade des mosquées est bâtie là. Alors, il y a une des questions qui demeure encore importante, qui est celle de savoir si ces violences, en particulier dans les villes israéliennes, qu'on appelle les villes mixtes, où donc cohabitent population juive et population arabe, est-ce que ces événements vont laisser des traces? Est-ce qu'ils ne seront finalement que des poussées de fièvre passagères? Est-ce qu'à l'éclairage de l'histoire, encore une fois, on peut répondre à la question? Ou est-ce qu'on peut peut-être rappeler d'abord qui sont ces Arabes israéliens qui sont actuellement, qui vivent en Israël? Alors ces Arabes israéliens sont les descendants des Arabes de 1948. En 1948-49, au terme de la première guerre israélo-palestinienne, qui globalement se termine en mai 48, et israélo-arabe, qui se termine en février 49, il reste dans les frontières de l'Israël du 4 juin 1967, la fameuse ligne verte, il reste, dit-on officiellement, 160 000 Arabes qui ne sont pas partis. Bon, ce qui d'ailleurs est une réponse à ceux qui accusent les Israéliens d'avoir procédé à un nettoyage ethnique. Il n'y a pas de nettoyage ethnique, il reste 160 000 Arabes, et en réalité, aujourd'hui, ils sont 2 millions. Ils sont 2 millions dans les frontières toujours de l'Israël du 4 juin 67. Je ne parle pas des territoires de Cisjordanie occupés, ni même de Jérusalem-Est. Alors, on peut déjà se poser une question d'une croissance démographique aussi exponentielle. Comment passe-t-on en 70 ans de 160 000 personnes à 2 millions? C'est que tout simplement le chiffre de 160 000 est erroné, c'est-à-dire qu'il y a eu en gros entre les années 49 et les années 56 un très grand nombre d'infiltrations de la part de Cisjordanie, de Palestiniens qui sont revenus, qui sont installés là, et donc le chiffre de 160 000 est erroné. On ne sait pas le nombre exact de Palestiniens qui se réinstallent sur leurs terres ou dans leurs maisons ou qui bâtissent de nouvelles maisons entre 49 et 56, mais ce n'est pas 160 000, c'est probablement au moins le double. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, vous me posez la question, est-ce que ça va laisser des traces? Moi je suis très étonné du contraire. Pourquoi? Parce qu'en 70 ans, globalement, les Arabes d'Israël ou les Palestiniens d'Israël, puisque vous savez, ils ne veulent pas qu'on les appelle aujourd'hui les Arabes d'Israël, c'est-à-dire qu'ils soulignent leur identité palestinienne, n'ont jamais manifesté, au moment des fortes tensions de l'État juif avec ses voisins, de violence qui aurait pu constituer un front intérieur. Je rappelle que pendant la guerre des 6 jours, par exemple, alors que l'État d'Israël était sur le pied de guerre d'un bout à l'autre du pays et toutes les forces étaient conjuguées pour mener la bataille, les Arabes d'Israël n'ont pas bougé. Au moment de la guerre du Kippour, qui était infiniment plus intense et encore plus dangereuse, durant les 24 jours de conflit, les Arabes d'Israël n'ont pas du tout bougé. Bon. C'est la première fois que lors d'un conflit, avec le Hamas en l'occurrence, et avec les Palestiniens de Jérusalem-Est, les Arabes d'Israël, des villes mixtes, Saint-Jean d'Acre, Lod, Ramleh bien sûr, et d'autres également, se soulèvent. Ou en tous les cas affrontent directement, non pas la police israélienne, ça on l'avait déjà vu lors de la journée de la Terre en 1976, mais des Juifs qui cohabitent avec eux, depuis très longtemps, ce qui fait qu'il y a quelque chose là qui est brisé dans une partie de la société israélienne, c'est la coexistence avec un minimum de confiance de part et d'autre, parce qu'il y a des liens de confiance qui se sont malgré tout établis. Et on a beaucoup entendu
dans la société israélienne après ces émeutes la phrase suivante: « Les Arabes ici ont montré leur vrai visage ». C'est une phrase très inquiétante parce que ça augure un avenir très conflictuel aujourd'hui dans ces villes mixtes qui sont très nombreuses et où il y avait jusque-là encore des relations relativement apaisées. À vous entendre, Georges Bensoussan, on s'interroge aussi sur l'avenir, sur une possibilité de solution. Si cette permanence historique est si forte, est-ce que vous pensez qu'il peut exister malgré tout une piste de solution du conflit? Il y a au moins une piste qui, à la lueur de ce conflit qui vient de se réveiller au mois de mai 2021, apparaît comme la piste de tous les dangers. C'est l'État unitaire. L'État unitaire, c'est-à-dire l'État d'Israël qui engloberait les Palestiniens actuellement sous occupation, les Palestiniens de Jérusalem-Est et évidemment les Arabes ou Palestiniens d'Israël comme on voudra, cet État unitaire-là, c'est à terme, dans les 20 ans, 30 ans, 50 ans au pire, la fin de l'État d'Israël. C'est la fin du sionisme. Ça, il ne faut pas être grand clair, il ne faut pas avoir fait l'école de guerre pour le comprendre. Comme disait Bonaparte, la politique d'un État est dans sa géographie. Il suffit de regarder la géographie d'Israël pour voir que démographiquement, l'État d'Israël sera demain noyé par une majorité arabe. Pourquoi? Parce que l'État d'Israël ne peut pas être un État d'apartheid. Donc ce sera l'État de tous les citoyens. Donc les droits seront normalement, et c'est légitime, accordés à tous les citoyens palestiniens d'Israël. Donc vu la démographie aujourd'hui, vu le rapport de force, vu la force du nationalisme palestinien, l'État d'Israël en tant qu'État juif, avec une majorité juive, parce que c'est le but du sionisme, est effectivement en danger. Et le problème s'aggrave aujourd'hui par le fait que la minorité arabe d'Israël, 20% de ses citoyens, une partie d'entre elles, on ne sait pas combien, c'est ça le problème, une partie d'entre elles se soulève, affirme sa palestinité, affirme qu'elle est totalement solidaire des Palestiniens de Gaza, des Palestiniens de Cisjordanie ou d'ailleurs, et que donc elle refuse le terme d'arabe d'Israël, mais de palestinien d'Israël, ce qui est tout à fait différent. Donc la question est de savoir, est-ce qu'un État peut aujourd'hui tolérer en son sein une minorité de 20% de ses citoyens qui non seulement ne reconnaissent pas l'État, mais sont ouvertement hostiles à cet État-là et à ses symboles, la Hatikva, le drapeau avec ce Magen David en son centre, les paroles de la Hatikva, bref, tout ce qui fait la force du symbolisme national israélien. Est-ce qu'un État, quel qu'il soit sur la terre, peut accepter non pas seulement que 20% de la population ne s'intègre pas aux normes dominantes, mais plus encore soit totalement hostile aux normes dominantes, ce qui est tout à fait différent. Et là, ça pose la question de savoir, pour les Arabes d'Israël demain, quel est l'avenir après ces émeutes qui ont indéniablement fracturé quelque chose dans la confiance entre les communautés. Ça veut dire qu'il faut faire un État palestinien? Je crois qu'il y a la seule possibilité, c'est qu'à un moment ou un autre, l'État palestinien devra voir le jour, parce que ces Arabes d'Israël, qui sont en désaccord complet avec la citoyenneté israélienne, au sens de l'adhésion à la nation israélienne, pas au sens des droits, les droits à la sécurité sociale, les droits à la liberté d'expression et tout le reste, non, au sens de l'adhésion à ce qui fait la force du nationalisme israélien, et libre à eux de ne pas adhérer à ce nationalisme, mais on peut très bien le comprendre, ils auront le choix, parce que la porte sera ouverte, vers la nationalité palestinienne qui est à leur porte. Tandis qu'avec une absence d'État palestinien, ils n'ont absolument pas ce choix-là, et il faudra donc cohabiter avec une minorité dont une partie est ouvertement hostile au caractère juif de l'État. Là est le piège. Donc sans État palestinien demain qui forcément prendra la forme d'une confédération jordano-palestinienne, comme c'était déjà le cas en 1947. C'était la vue des Anglais, c'était la vue du roi Abdallah, et c'était la vue des Israéliens. C'est la seule solution réaliste à terme, car le peuple jordanien, c'est le même que le peuple palestinien, et parce que la Jordanie est une création totalement artificielle, qui a été séparée de la Palestine en 1922 pour satisfaire aux intérêts impérialistes britanniques. Mais en réalité, de part et d'autre du Jourdain, on a le même territoire et le même peuple, et ça s'appelle la Palestine, et ça s'appelait la Palestine. Merci beaucoup, Georges Bensoussan, de nous avoir apporté donc cet éclairage historique très intéressant sur les événements que nous vivons, et merci beaucoup pour votre attention.